IDFM 98 de la bande FM. Un au-delà du miroir ce soir avec Philippe Matelet. Il est conseiller en produits naturels. Il est aussi lithothérapeute. Il développe une méthode qui met en lien la biologie, l'anatomie, la physiologie et la géologie. Il est auteur d'un livre qui s'appelle Minéraux et corps humain, le lien simple. Et nous l'accueillons aujourd'hui avec son nouveau livre Alimentation et santé au quotidien, les idées fausses. C'est publié aux éditions de la Vallée Heureuse. Il y dénonce un certain nombre de clichés et de préjugés. Bonsoir Philippe Matelet. Bonsoir, Joël. D'accord. Donc nous sommes par téléphone. Vous habitez dans le sud de la France. Sud-Est, la Savoie. La Savoie. Et vous êtes lithothérapeute, vous avez un site internet sur lequel on peut vous retrouver pour ceux qui seraient intéressés. Alors je développe un site qui s'appelle Cristal et Bien-être et puis un blog qui s'appelle Minéraux et corps humain. D'accord. Et là on va plutôt parler d'alimentation et de santé au quotidien avec un tout petit livre qui est assez petit, qui est assez marrant. Enfin assez marrant. Qui est petit, et où vous parlez des idées fausses. Vous dites que l'être humain est par nature paresseux, du moins vous le pensez. Il veut toujours aller vite, il demande du résumé et de la simplicité, et donc ça permet aussi d'aller plus vite dans tout ce qu'on fait. Et au cours de son évolution, l'homme a même créé la pensée binaire, noir ou blanc, masculin, féminin, yin ou yang, qu'il a simplifié sa vie. Et ce petit livre, c'est aussi pour nous ramener un petit peu à ce qui est essentiel. Est-ce que vous pensez vraiment que l'homme est paresseux ? Oh oui, je pense que il est paresseux mais ingénieux en même temps. Donc quelque part, c'est le côté ingénieux qui lui fait peut-être mettre en place des situations et des solutions et des techniques pour être paresseux, parce qu'il cherche toujours un raccourci ou des raccourcis. Ok. L'être humain a toujours voulu la magie, les choses facilement expliquées, et le processus de réflexion et de comprendre les choses, ça demande un effort. Tout ce qui demande un effort, l'être humain, pas trop. Votre livre, ça va pas demander un effort gigantesque parce que franchement, il est petit, donc c'est pas un gros pavé à acheter dans la mare. Ça parle de beaucoup de choses en peu de mots, mais finalement, ça nous parle de beaucoup de choses. Le premier chapitre se passe sur tout ce qu'il y a dans notre assiette. Donc, dans notre assiette, on va y trouver du pain. Du pain, c'est ce qu'on mange depuis la nuit des temps. Qu'est-ce que vous pensez du pain, du bon grain ? Bon, mon idée était de mettre en place un ouvrage de vulgarisation qui puisse permettre d'accéder à l'essentiel très rapidement, de pas justement faire des études documentaires trop chargées. Et l'idée, c'est de dénoncer des idées fausses. Alors, parmi la première idée fausse, un bon pain, bon grain, c'est l'adage populaire. Mais le problème, c'est que depuis, Monsanto est passé par là, et que le bon pain de moins en moins, les centrales de chauffe de plus en plus, le bon grain et les hybridations font qu'on devient de moins en moins tolérant à une substance naturelle présente dans le pain, mais que l'hybridation des semences a contribué à développer, c'est le gluten. Et aujourd'hui, le gluten pose un réel problème de santé. Alors, comment on se rend compte si on est intolérant au gluten ? Ah voilà, ça va très vite déborder sur des désordres divers et variés dans les métabolismes. Dans les métabolismes, essentiellement du trouble digestif, ça peut conduire jusqu'à des intolérances, des allergies, une maladie qui s'appelle la maladie cœliaque, où là, on a vraiment des gros problèmes au niveau des intestins. L'intestin devient poreux, mais on peut, vous dites côté positif, en cas de suspicion d'intolérance ou d'allergie au gluten, il existe un dépistage sanguin très fiable. Oui. Donc ça, oui. ça peut être bien. Les paramètres sanguins, les analyses peuvent très vite démontrer ces intolérances. Alors aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. À une époque, les intolérants, c'est comme un peu les fibromyalgiques. C'était souvent psychosomatique, les douleurs diverses et variées, on voulait pas trop les aborder. Aujourd'hui, les intolérances sont un peu plus regardées. Il y a défaut, il faut savoir sortir du schéma classique de la médecine classique. Et il existe des laboratoires, quelques-uns en France, d'autres à la frontière, où
juste à côté qui permettent de faire des tests salivaires qui permettent de déterminer les intolérances alimentaires. Donc c'est pas dans le laboratoire à côté de chez soi qu'on va faire ça. Aïe, 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 là, ça va être plus difficile. Dernièrement, j'ai orienté une personne pour une analyse d'urine de 24 heures sur des problèmes de thyroïde. Le laboratoire local ne savait pas ce que c'était. Donc, vous voyez, on est sur un autre registre, mais il y a des analyses classiques, standards, et tout ce qui sort du standard et du classique, on sait un peu moins faire. Donc, toujours est-il, c'est que les problèmes de maladie cœliaque, si par contre, si on demande à son médecin traitant et qu'on lui demande vraiment de faire les analyses, là, les prises de sang vont être faites et les recherches des allergènes seront faites. Bon, on va pas s'attarder sur le gluten. Vous dites, on parlait des statines dans votre livre, donc les statines et la levure de riz rouge qui remplace les statines. C'est la même chose. Alors, les statines, est-ce que c'est bon, pas bon d'en prendre Bon, les statines, aujourd'hui, dernièrement, il y a une newsletter qui a été publiée sur le net qui disait l'arnaque du cholestérol, mais c'est des choses dénoncées par des grands professeurs de médecine en France. Aujourd'hui, la lutte anti-cholestérol repose sur des standards médicaux qui sont très discutables. J'ai même entendu que les statines, ça pourrait être donné pour retarder le vieillissement. Je sais plus où j'ai entendu ça, mais... Aujourd'hui, on les met à chaque pathologie cardiovasculaire, elles sont mises en avant. Donc, anticoagulants, statines, etc. Vous avez quand même un cardiologue français, chercheur au CNRS, qui s'appelle Michel Delorgeril, qui les a dénoncés à moult reprises. Il a été relayé par d'autres. Aujourd'hui, une statine, ça présente d'énormes inconvénients. C'est toute l'approche de la lutte anti-cholestérol qu'il faudrait reposer. Et reposer vraiment le rôle du cholestérol dans le corps humain, parce qu'aujourd'hui, on le met en avant comme idée fausse. Le cholestérol serait une substance nocive. Or, c'est une denrée utile au corps humain. On arrête de faire une chasse éhontée à une substance qui est complètement utile, surtout à partir de produits tels que les statines, qui sont avec des effets secondaires terribles. Et une levure de riz rouge au travers d'une prescription aujourd'hui médicale, parce qu'on en trouve des médecins qui vont prescrire ce produit naturel en lieu et place des médicaments, mais au niveau des magasins diététiques et de l'approche des médecines alternatives, les levures de riz rouge, on semblerait dire, parce que c'est un produit naturel, que ça présente moins d'inconvénients. Je rappelle simplement dans mon livre qu'une levure de riz rouge, c'est une statine. Donc, ça présente les mêmes inconvénients, et que dans ce cas-là, si on est amené à en prendre, il faut savoir l'accompagner et l'associer avec d'autres produits pour éviter ces effets indésirables. Et pas plus de 2 mois. Ah bah pour moi, 1 mois à 2 mois, ça ne se justifie pas plus. C'est-à-dire qu'il existe d'autres substances et produits naturels, notamment en phytothérapie, qui permettront de lutter contre un éventuel excès de cholestérol sans avoir les effets secondaires des statines et des levures de riz rouge. Alors, la prise de métaux alcalins élimine l'acidose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Comment prendre un problème à l'envers? Bon, on prend le problème complètement à l'envers. On met en avant une lutte contre l'acidose. On oublie que l'acidose relève d'un terme médical très précis, celui d'un excès d'acidité dans le sang. Et au nom d'une pseudo ou d'une potentielle acidose, on a perdu de vue que l'acidité, c'est la vie. Et que le corps humain ne fonctionne que parce qu'il est acide et qu'il fonctionne qu'à partir d'acide et dans son cycle de production. Oui, il est acido-basique, il est acide et basique. Il faut une. Oui, voilà, c'est un équilibre. Et au nom de la lutte contre l'acidose, aujourd'hui, les écoles de naturopathie, dans une grande partie de ces écoles, ont des retards colossaux en matière d'approche de l'équilibre acido-basique. Pour équilibrer retrouver un équilibre acido-basique, il faut mettre de l'acidité dans l'intestin, mettre un bon acide qui s'appelle l'acide lactique. On va utiliser des acides lactiques lactofermentés, donc des produits lactofermentés qui seront utiles à la bonne acidification des intestins et au bon réglage de l'équilibre acido-basique. Et le premier réglage de l'acidose et de l'acidité, ça passe par la bonne respiration.
Mais prendre des métaux alcalins, des poudres alcalines, des alcabases et tout ce qui va avec comme type de produit, comme le recours systématique au bicarbonate de soude, est une erreur majeure. Le corps humain est un ensemble d'équilibres acido-basiques permanents, variables suivant les organes. Et que pour bien digérer, il faut avant tout avoir une bonne acidité dans l'estomac, qui est de l'ordre de 2, le pH. Et donc les poudres alcalines et les métaux alcalins avalés en poudre et en gélule vont venir dérégler cet équilibre acido-basique, alcaliniser l'estomac et poser un problème d'enzymes et d'équilibre acido-basique au niveau de l'estomac qui vont dérégler tout le processus et toute la chaîne du système digestif. Et on met les choses à l'envers. D'accord. Alors la vitamine C, est-ce qu'elle empêche, oui ou non, de dormir? Non, la vitamine C n'empêche pas de dormir. C'est une vitamine qui va, on va dire, harmoniser le système nerveux. Elle est donnée dans un certain nombre de cas. Elle a été étudiée et utilisée à forte dose dans des cas de schizophrénie. Elle a été donnée chez des sujets psychotiques à des doses élevées. Et on a vu chez ces personnes-là qu'elles avaient tendance à la garder et à ne pas l'éliminer, comme si cette appétence de vitamines leur était utile. Donc le corps humain, il sait très bien faire. Tout ce qui est bon pour lui, il le garde. Ce qui n'est pas bon, il le jette. Donc quand un sujet psychotique va garder de la vitamine C, c'est que pour lui, c'est un élément utile. Il va essayer de la recycler au maximum. Ça devient un élément de nutrithérapie pour lutter contre les troubles mentaux. Au tout début, quand on est sur des fortes doses, on n'a pas l'habitude, ça peut dérégler le sommeil pendant un jour ou deux. Mais par la suite, c'est un régulateur. Un régulateur, on va dire, un régulateur et un effet normalisateur sur la qualité du sommeil. Et un bon dosage de vitamine C génère plutôt des fonctions hépatiques et digestives, neurologiques, harmonisées, bonnes, équilibrées, qui contribuent à un bon sommeil. On va passer au lait. Est-ce qu'il est la source principale du calcium? Est-ce qu'il faut manger, boire du lait pour garder des os sains? Est un aliment acidifiant. Dans mon petit livre, je publie un petit tableau. Un classement. Ouais. Un petit classement. Alors, c'est un classement parmi tant d'autres, mais il y a 23 aliments dans l'ordre décroissant de leur apport en calcium. Et sur 23 aliments, le lait arrive au 11e rang. Donc, dans l'inconscient collectif et les idées fausses qui sont ancrées d'assimiler le lait au calcium et au système osseux, c'est rien d'autre que le résultat d'un profond lobbying des industries laitières et de leurs dérivés, des industries agroalimentaires, et qu'aujourd'hui le lait est plutôt néfaste à la santé plutôt qu'autre chose. Le lait actuel, si je vous parlais du lait de ma grand-mère il y a des dizaines d'années en arrière, on parlerait autrement. Aujourd'hui, le lait industriel, la manière dont il est traité, la manière dont sont traitées les vaches, je rappelle dans mon livre que le seul animal qui à l'âge adulte mange du lait, malheureusement c'est l'homme, un animal et une vache la première. Un veau sevré ne consomme plus de lait pour faire sa dose de calcium, il broute. Il a dans la nature des plantes qui lui apportent son calcium, il n'a pas besoin de ce type de produit. Alors, on rappelle que le lait, c'est aussi les produits laitiers, les yaourts, etc. Donc, pour 100 grammes de produits, calcium contenu en milligrammes, en premier vient le sésame, avec 783, en deuxième les figues sèches, le soja, l'amande, et vient en je ne sais pas combien de positions, 11e position, le verre de lait entier. Les produits laitiers sont-ils des amis pour la vie? C'est aussi la suite de ce chapitre. C'est le complément du chapitre. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt un élément et un aliment acidifiant. Que dans cet aliment, on va y trouver un sucre, le lactose, on va y trouver une protéine, la caséine, et que ces protéines sont de moins en moins assimilables par le corps humain, de moins en moins digestes parce qu'on n'arrive plus à les assimiler. Et aujourd'hui, malheureusement, l'élevage intensif, la culture et l'élevage intensif en matière de lait et de production de lait, on consomme via le lait des antibiotiques, on consomme des hormones, on consomme toute une série de substances qui sont plus toxiques pour notre foie qu'utiles
est intéressante. On a même constaté des productions d'insuline par le pancréas liées à la consommation de lait. Comme si le pancréas est obligé de forcer pour assimiler le sucre du lait. Alors les œufs, est-ce qu'ils sont mauvais pour la santé? Les œufs, on nous dit qu'il ne faut pas manger trop d'œufs. Là, on part sur une idée fausse qui est terrible. C'est celle surtout orientée sur un discours pour le la gente cholestérol féminine, c'était éviter les matières grasses. Alors, le cholestérol. Les cibles, c'est le cholestérol, c'est la perte de poids, etc. Prenez pas de matières grasses. Et on se prive d'un aliment majeur, qui est l'œuf, qui contient de tout et tout ce qu'il y a de bon. Et donc l'œuf, on devrait en manger 3 à 4 fois par semaine. Parce qu'il y a tout de bon, à condition bien évidemment de s'orienter vers des œufs bio, de poules nourries correctement. Donc moi je fais mon marché à Moutier en Savoie, j'ai un petit agriculteur local qui élève des volailles qui courent autour de sa ferme. Je consomme des œufs de poule, des œufs de canne et des œufs d'oie, et 2 à 3 fois par semaine. C'est un régal. Mais on voit les Anglais qui en prennent tous les matins, soi-disant, donc ça les rend pas plus... Ça contient des antioxydants, ça contient des vitamines, ça contient énormément de soufre biodisponible. Dans le jaune d'œuf, il n'y a pas mieux. Et de protéines. Et de précurseurs de neurotransmetteurs utiles au cerveau. Donc l'œuf, c'est pas une matière à bannir. Le problème, c'est que dans l'alimentation au quotidien, qu'est-ce qu'on fait? On a des troubles digestifs. L'âge avançant, on digère moins bien. Et on commence à supprimer tout ce qui, soi-disant, nous pesait sur la digestion. Et on supprime des aliments essentiels. Alors, en ce qui concerne le sel et l'hypertension et la rétention d'eau, je sais pas, là, je suis dans votre... moi, je sais que si je mange un peu trop salé, je peux plus mettre mes bagues ensuite. Donc, parce que vous avez un équilibre eau-sel qui est pas bon. C'est pas lié au sel. C'est lié à l'équilibre entre l'eau et le sel. Aujourd'hui, moi, sur le parcours du sel, j'ai un retour qui est très flagrant. D'abord, j'interviens beaucoup en station thermale. Et que des personnes, des populations à tendance à rétention d'eau en surcharge pondérale, c'est des personnes que je rencontre de manière prioritaire. 8 à 9 fois sur 10 sont des personnes qui sont décédées. Et qu'aujourd'hui, on fait de la rétention d'eau par manque de sel. C'est dans le jargon médical, la déperdition de sels minéraux et l'équilibre eau-sel dans les métabolismes de l'eau et les troubles du métabolisme du sel sont apparus dans le jargon médical en 1912. C'est pas nouveau. Aujourd'hui, un manque de sel va dépolariser la pression osmotique de l'eau en dehors des cellules et va créer une infiltration de l'eau et un gonflement de l'intérieur de la cellule par une surhydratation alors que l'eau va quitter l'espace extracellulaire. Donc aujourd'hui, il faut, entre le trop et le trop peu, il faut trouver l'équilibre. Aujourd'hui, moi j'ai un recul sur le sel où je pars des recherches de Jacques Béclard, qui était à l'époque en 1880 secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine. J'ai continué par Gaston Parturier en 1934 dans son traité sur les pathologies, parce qu'il était hépatologue à la faculté de Lille, et sur son traité de phytothérapie hépatobiliaire, il expliquait que les déchlorurations et les trop grandes pertes de sel étaient dramatiques. Dans le livre de 2012 des professeurs Bernard Debré et Philippe Evans, tout est dit sur le sel, où ils expliquent que loin d'être tout tranché en ce qui concerne le sel. Oui, mais tous ces livres, ils ont été... Enfin, bon, je parle surtout du premier là, que vous avez cité. C'était pas du tout à une époque où les gens ne se nourrissaient que de produits manufacturés. Il y a une grande différence entre l'alimentation qu'on avait à la fin du 19e, au début du 20e, et puis maintenant où il y a du sel partout parce que ça coûte pas cher. On est bien d'accord. Ouais. Alors encore faut-il savoir de quel sel on parle, mais aujourd'hui le chlorure de sodium, chlore et sodium. Chlore est un élément acide, sodium un élément alcalin. C'est un aliment indispensable à la bonne fabrication des bons acides chlorhydriques dans l'estomac et aux fonctions bicarbonates du foie et de la bile. À lui tout seul, c'est un équilibre acido-basique en association avec le soufre et le calcium. Jacques Béclard, en 1880, citait déjà que l'importance du sel dans la coagulation du sang et de l'albumine.
Donc aujourd'hui, ce sel, effectivement, l'industrie alimentaire et agroalimentaire a peut-être tendance à charger en sel qui sont des sels industriels. Toujours est-il, c'est que on connaît la teneur en sel de l'eau du corps humain, notamment dans le compartiment extracellulaire, et que quand on voit la saveur de notre sueur ou de nos larmes ou de notre sang, c'est pas sucré, c'est bien salé, on a des teneurs qui sont de l'ordre de 8 grammes pour 1 litre d'eau. En milieu hospitalier, on vous fait des intraveineuses de sel à 9 pour 1000. 9 grammes pour 1000. 9 grammes par litre. Ça veut dire que le sel, il est vital aux échanges chimiques. Et que l'eau du corps humain, elle ne peut pas fonctionner, au moins dans le compartiment extracellulaire, sans cette présence de sel. Donc, moi, j'alerte simplement, et j'attire simplement l'attention sur un phénomène. C'est le phénomène du mauvais élève dans la classe. On a une classe perturbée, un prof qui fait ses cours, et puis il y a beaucoup de bruit, beaucoup de personnes qui font les fous et qui se comportent mal, et à un moment donné, le prof se retourne et va montrer du doigt et punir un élève qui n'est pas concerné. Et bien, le procès qu'on fait au sel, c'est ça. On a puni le mauvais élève. Oui, il faut quand même faire attention à ceux qui ont des problèmes cardiovasculaires ou des problèmes rénaux quand même. Alors, je vous arrête tout de suite. Études d'Intersat et Fondation Cochrane. Il y a 60% des hypertendus qui ne sont pas sensibles à la restriction sans sel. C'est-à-dire, vous prenez des gens traités pour hypertension. Il y en a 6 sur 10. Vous les mettez origine sans sel stricte, elles n'ont aucune baisse de tension. Pour le reste, elles ont une baisse de tension d'un demi-point. C'est cité dans le livre du professeur Evan et Debré de 2012. Ça veut dire que quelqu'un qui est à 19 de tension, il va passer à 18,5. Ça n'apporte rien. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que la Fondation Intersat, et surtout la Fondation Cochrane, l'étude Intersat de la Fondation Cochrane, démontre plus de 164 études où on va se rendre compte qu'il y a une hausse de mortalité cardiovasculaire chez les populations qui sont origine sans sel strict. Et cette hausse, elle est de près de 25%. Donc, toutes les études qui tendent à montrer que la défection de sel et le manque de sel est dramatique, on ne les publie pas. Aujourd'hui, vous avez les travaux du professeur Sampere en Espagne. Et vous avez les travaux du docteur Marco Paya, médecin français, membre de l'Académie de médecine de New York. Il vous explique que le sel, c'est la filtration du sel par le rein, c'est 80% du travail du rein. Et que les vitamines B8, B3, la vitamine C, le magnésium, le manganèse, le calcium, le zinc, le fer et l'aluminium, utiles au corps humain, tous ces éléments, macro-éléments et oligo-éléments, sont étroitement dépendants du niveau de sel dans l'organisme. Continuons à en manger sans sel. Je rappelle que le discours officiel, c'est de 4 grammes. C'est moins de 4 grammes par jour. Et si vous avez une déperdition de sueur, d'urine, d'air qui sort de vos poumons, dosé à 8 grammes par litre d'eau et que vous perdez 2 à 3 litres d'eau dans la journée, vous avez une déperdition de sel qui peut être chiffrée à près de 24 grammes par jour. Mais ça, on le sait, quand on va dans le désert, on emmène du sel, on le sait Et très oui, bien. l'hypothermie, on va l'éviter par le... Voilà. Et l'équilibre du potassium dont j'entends souvent parler et sur lequel je vois beaucoup d'articles sur les blogs Internet, l'équilibre du potassium ne peut dépendre que du niveau de sel ingéré. C'est pour ça que dans le désert, on va vous obliger, si vous travaillez sur des chantiers dans le désert, on va vous obliger à avaler 25 ou 30 grammes de sel par jour. Sinon, vous ne pouvez pas travailler. Donc l'équilibre et le réglage du potassium, le point le plus flagrant, c'est pour les personnes qui ont fait comme moi un petit peu de sport à une époque. Eh bien, une crampe sur un terrain de foot, elle se règle avec un apport de sel dans la bouche du footballeur qui a la crampe. Bon, et que le réglage du potassium ne peut se faire que par une entrée de sodium. Oui, c'est pour ça qu'on prend du chlorure de magnésium aussi, non? Le chlorure de magnésium, il apportera pas les mêmes choses. Loin s'en faut. Le chlorure de sodium, certainement beaucoup plus. Bon. Et tout le tissu conjonctif dont dépend tout notre milieu interne, eh bien, il est, par le sel, une puissance d'information des organes et de transmission d'informations. On est quand même fait d'eau, donc d'eau et de sel. Il y avait tous les travaux du docteur Quinton. Exactement. Un dernier faux semblant avant de passer à la pause musicale et à la seconde partie qui sera les faux semblants, enfin les idées fausses dans le corps. Dernière idée fausse, un produit naturel ne peut pas nuire à la santé. On se dit oui, c'est naturel, c'est de la tisane, c'est machin, ça peut pas me faire de mal. C'est quelque chose au quotidien que je vis dans les
au magasin, ou dans mes conférences, ou dans les consultations que je donne. Les gens me disent, ça peut pas nuire, c'est une plante. Ça peut juste vous tuer. Je cite le cas des huiles essentielles. Où aujourd'hui, je suis effaré quand je vois qu'on vend des huiles essentielles d'Hysope et qu'il y a des magasins qui les vendent. Et de sauge. De sauge, la sauge, elle peut être abortive, neurotoxique. Bon, une tisane de sauge, ça pose pas de problème à boire. Une huile essentielle, ça se consomme pas. Donc, il faut distinguer la forme sous laquelle on va absorber ce produit naturel. Ça, c'est un premier point. Et second point, c'est pas parce que c'est un produit naturel que c'est pas dangereux. C'est pas dangereux. La majeure partie, plus de 60% des médicaments sont faits à partir des plantes. Aujourd'hui, les toniques cardiaques, la digitaline, etc. Si vous allez vous baladez en forêt, que vous voyez certaines plantes, vous pouvez pas les consommer. La belladone, voilà, ça peut vous envoyer, dans le meilleur des cas, dans des voyages extatiques qui peuvent être sympas, comme on peut faire dans certains pays d'Afrique, puis dans d'autres, ça peut vous envoyer dans un empoisonnement profond, et puis desquels vous reviendrez pas. Donc aujourd'hui, certains produits, c'est pas parce que c'est naturel, c'est pas parce que c'est une plante, que c'est un produit naturel, que c'est inodore, incolore, sans effet. Et puis méfiez-vous du millepertuis, il est photosensibilisant quand même, donc évitez d'en prendre l'été. Ça va dépendre de quelle substance vous prenez et sous quelle forme vous prenez le millepertuis. Entre l'hyperécine, qui est photosensibilisante, et l'hyperforine, vous pouvez prendre du millepertuis titré qu'avec de l'hyperforine, vous brûlerez jamais. Mais par contre, vous avez raison de dire, attention, voilà, de la même manière que le pamplemousse peut être problématique dans l'assimilation des médicaments, on ne va pas prendre du millepertuis si on est traité par des antidépresseurs. Ça peut se trouver complètement contre-indiqué. Et pourtant, c'est un produit naturel. Donc, méfiance, produit naturel n'est pas sans effet. Et il y a certains produits naturels qui sont très, très impactants sur le corps humain. Citer la levure de riz rouge, c'est un produit naturel. C'est malgré tout une statine. Et en début d'entretien, on en parlait. Une statine, ça peut poser des problèmes. Des problématiques de santé très fortes. On a vu en première partie toutes les idées, enfin une partie des idées fausses qui se trouvaient dans l'assiette. Après la pause musicale, on verra la seconde partie, les idées fausses qui se passent dans le corps. À tout de suite. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. Voilà, Philippe Matelet dans cette deuxième partie d'Au-delà du miroir, consacrée aux idées fausses, qu'elles se soient dans l'alimentation, dans la santé au quotidien. En première partie, nous avons vu ce qui se passait dans notre assiette. Maintenant, ce qui se passe dans notre corps. Alors, cancer, le dépistage réduit les risques de maladie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ou faux tout du moins? C'est faux et c'est vrai en même temps, dans le sens où un dépistage systématique va forcément détecter et mettre en évidence des détections de cancer. Le problème, c'est qu'il faut savoir ce qu'on fait de l'élément de détection. À un moment donné, on va rentrer dans des dépistages systématiques que même 50 millions de consommateurs et que Choisir ont dénoncé il n'y a pas longtemps. C'est qu'on fait des dépistages systématiques avec des examens intrusifs et on va se retrouver avec des personnes qui sont suivies et traitées pour des pathologies qu'elles n'ont pas. Combien de femmes se sont retrouvées avec un diagnostic de cancer du sein qui n'en était peut-être pas un, parce que simplement les petits nodules et les choses qu'on avait trouvées anormales auraient peut-être disparu d'elles-mêmes quelques mois plus tard. On va parler de la prostate aussi. Mais la prostate chez les hommes, c'est flagrant. C'est qu'aujourd'hui, le scientifique qui est à l'origine du marqueur du cancer qui s'appelle le PSA, c'est lui le premier qui tire la sonnette d'alarme et qui l'a tiré il y a quelques années en arrière en disant mais arrêtez, c'est qu'aujourd'hui, au nom du PSA, vous faites tout et n'importe quoi. Et que le PSA, ça peut être qu'un guide, un indicateur, il ne faut pas le prendre. Et la hausse du PSA ne doit pas être prise au premier niveau.
Et simplement, cette hausse ne veut rien dire. On a même vu des cas de personnes chez qui il y avait des cancers avérés sans qu'il y ait une augmentation du PSA. Bon, en ce qui concerne les doses toxiques, est-ce que la réglementation nous met à l'abri ces réglementations Les doses toxiques, quand aujourd'hui on a une substance à traiter, à y analyser, quand on voit comment sont calculées les doses toxiques, et je me suis appuyé sur ce petit chapitre sur un article du Canard enchaîné, c'est juste dramatique. On est vraiment dans ce qu'on appelle, ce que disait un scientifique, c'était une formule calculée au coin d'une nappe sur une table. D'autres diront la technique du doigt mouillé. Voilà, vous mouillez votre doigt, vous le tendez au-dessus de votre tête et vous regardez, suivant le vent et l'orientation du vent, si vous avez une indication quelconque. C'est qu'aujourd'hui, la dose toxique et de la manière dont elles sont calculées, ça ne nous met pas du tout à l'abri. Et on en est même très loin. Et ça a surtout un inconvénient, c'est qu'on oublie une notion qui est ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens et les mini-doses de produits à répétition. On est largement en dessous des doses toxiques. Simplement, cette répétition de mini-doses va finir par avoir des effets délétères terribles sur le corps humain et sur la santé des populations. Et que cette dose toxique et ce calcul des doses toxiques ne nous met pas à l'abri et ne tient pas compte de ces perturbateurs endocriniens. On est dans la notion de Paracelse, la dose fait le poison. Sauf qu'on peut avoir des empoisonnements sans qu'on ait des doses importantes de produits. Et c'est un peu ça que je dénonce, c'est qu'aujourd'hui, il faudra peut-être réfléchir au biphénol A, aux dioxines. Non, les doses ne sont pas atteintes, pour autant la population elle est exposée puis elle ramasse. Alors, en ce qui concerne l'aluminium, qui est un métal lourd, il est donc toxique. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Cet aluminium qu'on trouve dans les vaccins, on en trouve partout. C'est antinomique déjà la notion d'aluminium et de métal lourd. Qui dit métal lourd voudrait dire qu'il y a des métals légers, et c'est le cas. Et l'aluminium n'est pas un métal lourd. Lourd veut dire qu'il est lourd. On pèse son poids. Il y a des métaux qui sont plus légers que d'autres. Et l'aluminium n'est pas arrangé dans les métaux lourds. L'aluminium, en tant que tel, il est vital aux fonctions du corps humain. Ce qu'on trouve dans les vaccins, c'est un dérivé d'aluminium qu'on appelle les hydroxydes d'aluminium qui ont été utilisés comme adjuvants de vaccins pour améliorer leur effet et accentuer leurs effets. Et ceux-là sont des perturbateurs des métabolismes du cycle de l'aluminium dans le corps humain et par ricochet du cycle du calcium. En aucun cas, l'aluminium est toxique en tant qu'élément. L'aluminium, il n'est pas toxique parce que depuis la nuit des temps, l'espèce humaine dans laquelle j'englobe les animaux se sert de l'aluminium pour se soigner. Les gens qui utilisent de l'argile utilisent de l'aluminium. Vous allez être, les fabricants de vaccins vont être heureux de vous entendre. Non, les fabricants de vaccins, il ne faut pas qu'ils soient heureux parce que je dénonce leur magouille et leur système. Parce que dans les vaccins, à l'époque, on ne mettait pas de l'hydroxyde d'aluminium. On mettait d'autres adjuvants qui ne présentaient pas ces inconvénients. Pour des raisons économiques, certainement, peut-être pour d'autres raisons scientifiques d'accentuation des effets des vaccins, on est allé mettre des hydroxydes d'aluminium. L'hydroxyde d'aluminium, c'est une horreur. C'est un poison. L'aluminium en tant que tel, il sert à faire fonctionner les cellules de notre cerveau. Et l'argile est un condensé et un complexe d'aluminium associé avec du silicium et de l'eau. Et que tous les gens qui sont soignés avec de l'argile ou qui continuent à le faire n'ont aucun problème de santé. Ce que je dénonce, c'est le dérivé. Et l'idée fausse, c'est le résumé et la paresse de l'individu qui dit l'aluminium, il est toxique. Non, l'aluminium en tant que tel, il n'est pas toxique. Les sangliers se roulent dans des marnes d'argile. Et un grand nombre de vos éditeurs ce soir vont se reconnaître à utiliser de l'argile. Elles ne se sont pas posé la question de la toxicité de l'aluminium. Pour autant, elles utilisent de l'argile, peut-être pour certaines d'entre elles ou certains d'entre eux, tous les jours. Mais l'argile, c'est une poudre... L'argile, c'est du silicium et de l'aluminium. C'est un minéral composé de silicium, d'aluminium et d'eau. Et suivant la couleur de l'argile, vous aurez des métaux supplémentaires. Par exemple, il y a des argiles très rouges qui contiennent beaucoup de fer, etc., qui seront venus
se mélanger avec la base que sont le silicium, l'aluminium et l'eau. Silicium, aluminium, OO, ça doit être la formule, la composition chimique de la kaolinite, du kaolin. Donc, et les argiles vertes, vertes, elles contiennent quoi? En base, silicium, aluminium. Et après, on va avoir, suivant le type d'argile, son origine, etc., d'autres oligo-éléments qui vont venir se greffer, se cumuler. Mais la base de tous les argiles, c'est du silicium et de l'aluminium. Et toutes les personnes qui utilisent l'argile pour se purifier la peau, pour se faire des masques, Ça dessèche quand même, hein. Faut pas avoir oui, ça dessèche parce que ça a un pouvoir absorbant. Et absorbant. Mais à l'origine, c'est de l'aluminium. Et ça a aussi un effet intéressant parce que ça contient beaucoup de silicium. D'accord. Et j'envisage peut-être de faire un 3e livre sur les fonctions collagène, où j'expliquerai le rôle du silicium, à condition qu'on veuille bien l'associer avec un élément indispensable qui s'appelle le soufre. Oui, justement, on va en parler du soufre là. Parce qu'on a déjà plus beaucoup de temps, donc attendez, le soufre. Le cholestérol, on en a parlé. Le soufre est toxique. Alors, le soufre, ça fait souffrir. Le soufre, c'est le diable. Est-ce que le soufre, ça sent l'enfer? Le soufre, ça sent l'enfer depuis la tradition judéo-chrétienne, où dans Sodome et Gomorrhe et dans la Bible, on en parle déjà comme tel. Le soufre, c'est un élément de vie. Il n'y a pas de vie sans soufre. L'hormone de la vie, qui s'appelle l'ocytocine, c'est une hormone soufrée. L'insuline, c'est une hormone soufrée. Le cartilage est composé de soufre. Toutes les macromolécules qui se constituent dans le corps humain et les protéines ne le doivent qu'au soufre. Il n'y a pas de vie sans soufre. Pour autant, il y a des soufres qui sont toxiques. Un dégagement gazeux de soufre dans l'air au moment d'une éruption volcanique, c'est un poison. Mais comment vous expliquez qu'en pharmacie, il y avait des gouttes à base de soufre pour se mettre dans le nez? Tout ça, ça a été... on les trouve de moins en moins. On les trouve plus, oui. L'assortiment des pharmaciens s'est réduit. C'est un élément qu'on ne peut pas breveter. On ne peut pas se l'approprier. On peut breveter une marque, un nom de produit, mais on ne peut pas s'approprier le soufre en tant que tel. Et il n'est pas d'un très bon rapport pour les industries pharmaceutiques. Non, donc on supprime. On l'a occulté, on l'a évacué. Oui, on supprime. Moi, aujourd'hui, j'ai bâti avec une biochimiste de Suisse une micro-émulsion de soufre liquide. J'arrive à dégommer des cas de psoriasis en moins de 12 jours. Voilà. Avec le soufre? Avec le soufre liquide, ça s'appelle le dermasulf. J'ai l'eczéma, c'est 48 heures. Donc on a des résultats qui sont thérapeutiques, qui sont exceptionnels, avec la base de toute vie humaine, le soufre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, alors j'expliquais dans mon premier livre Minéraux et corps humain qu'avec l'avènement de certaines techniques thérapeutiques, le soufre a été oublié. Ça a été notamment au moment de l'arrivée de l'hormonothérapie et des corticothérapies, qui sont une hormone synthétique, le cortisol, la cortisone. Et donc on a évacué toutes les médicamentations et les techniques thérapeutiques au soufre parce qu'on avait l'hormonothérapie. Sauf qu'aujourd'hui, on peut, voilà, et ça fera l'objet du chapitre d'avant ou d'après du livre, celui qu'on va évoquer là, c'est le cartilage. Alors le cartilage. Il se reconstruit avec du soufre. Le cartilage ne se reconstruit pas. Est-ce que quand on a des vieux genoux, on les garde jusqu'à la fin de sa vie? C'est une idée fausse qui sert beaucoup l'industrie pharmaceutique et les filières médicales. Dans le sens où on considère que l'arthrose est inéluctable, enfin que est une fatalité et que donc la prothèse va devenir inéluctable. C'est l'usure. Sauf qu'aujourd'hui, il existe des études faites dans une université coréenne où on a constaté in vivo et in vitro des reconstructions de cartilage. Avec quoi? Avec des complexes qui contiennent un peu de soufre, puis qui contiennent d'autres molécules qui servent à reconstruire le cartilage. Donc aujourd'hui, ça existe, ça a été démontré dans des universités coréennes, in vivo, in vitro, chez le lapin et la souris. Et aujourd'hui, moi j'ai un tas de personnes qui viennent me voir. 80% des personnes qui me rendent visite ont un retour positif sur les problèmes articulaires en 8 jours. C'est entre 6 et 8 jours qu'on a un effet positif pour 80% des personnes qui me contactent. Et j'ai un tas de personnes qui, aujourd'hui, la prothèse n'est plus le discours, n'est plus d'actualité, ça a été abandonné. Oui, mais par exemple, le cartilage de requin, la chondroïtine ou la chondroïne, je sais plus, ça a été, on est revenu un peu dessus, hein. On a dit qu'il risquait d'avoir des
des soucis ensuite. Donc, Des soucis de quel type? Moi, aujourd'hui, j'ai des rhumatologues qui disent à mes patients, les produits que vous prenez sont très bien, continuez-les et prenez-les à vie. Glucosamine chondroïtine, c'est des formes de soufre. C'est des formes de soufre, c'est la base de la fonction collagène articulaire. c'est le cartilage de requin, c'est ça? Le cartilage de requin, c'est encore autre chose. C'est un minéralisant à partir de poudre de chair de requin, avec un petit problématique qu'il va falloir à un moment donné aborder. C'est que le requin, c'est au bout de la chaîne alimentaire, c'est le poisson le plus pollué. Oui, puis bon, on n'a peut-être pas besoin non plus de tuer les requins pour se refaire les cartilages. Non, mais bon, les poudres de collagène qu'on trouve, etc., ça reste malgré tout de la chair de poisson. Ah bon? Ah oui. Ce sont des produits d'origine marine. Ben justement, les produits d'origine marine, est-ce que c'est mieux de prendre du magnésium, du calcium marin que des calciums ou du magnésium parce qu'il y a beaucoup de produits en diététique qui viennent de la mer plutôt que... Alors calcium marin, j'ai pas abordé le sujet dans votre livre, non? Dans mon livre, mais on peut en parler. C'est une hérésie. C'est un produit de marketing. C'est de la poudre aux yeux. Comment vous dire? Le calcium et le magnésium marin. Le magnésium marin, en dominante, c'est un oxyde et un hydroxyde de magnésium. Ce sont les magnésiums les moins assimilables par le corps humain. Mais par contre, comme on leur a mis le qualificatif marin, tout le monde pense que c'est bon. On va se rendre compte que l'assimilation des minéraux dans le corps humain, elle est beaucoup plus technique et beaucoup plus pointue et beaucoup plus problématique que ça. Et donc j'invite les auditeurs à aller sur mon blog Minéraux et corps humain et de trouver dans la rubrique Minéraux un article sur l'assimilation des minéraux dans le corps humain. Et là, je publie un document qui n'est pas de moi, que j'ai emprunté au professeur Marc-Henri en le citant, qui lui-même l'avait emprunté un chercheur américain ou à des chercheurs américains. Et là, on va se rendre compte que l'antagonisme réciproque des minéraux entre eux est d'une terrible complexité et que prendre un seul minéral à la fois révèle un véritable problème. Et pourquoi pas revenir au sel de Schlusser comme faisait avant Là, vous êtes sur des dilutions homéopathiques. Oui, mais pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Moi, dans ce cas-là, je préfère le travail avec l'eau de mer, où je préfère que les personnes prennent des choses toutes simples, qui sont un ensemble de minéraux, non pas un seul et unique minéral. Parce qu'il y a trop de risques de mettre la panique sur les autres minéraux dans l'antagonisme. Je publie un petit article antagoniste des minéraux, donc l'article s'appelle l'absorption des minéraux. Je publie la ressource documentaire que j'ai empruntée au professeur Marc-Henri de l'Université de Strasbourg. C'est juste colossal. Quand on voit ça, on a compris tout de suite. Donc il est intéressant de ne pas prendre un seul minéral unique, mais de l'associer avec d'autres et de prendre un assortiment de minéraux et de les prendre tous ensemble. Donc l'eau de mer, c'est quelque chose de très bien. Le plasma marin. L'eau de mer. Ouais. Le plasma marin. Oui, ou alors le plasma de Quinton. Oui. À la rigueur, de prendre le Quinton, ou de prendre des multivitamines, des multiminéraux, plutôt que de prendre un monominéral. Et quant à l'appellation magnésium marin, c'est juste le sel de magnésium, la forme de sel minéral, le moins assimilable possible. Ben, je sais pas, moi je trouvais que ça me correspondait bien. Non, mais après, je dis pas qu'il n'y a pas d'action, mais c'est pas l'action optimale, c'est pas l'assimilation maximum qu'on aura. Ben, c'est-à-dire il le cumule avec des vitamines. On va passer sur la bile, parce qu'on est en plein moment où ça serait bien de nettoyer un peu notre foie. Oui. On peut retirer une vésicule biliaire, on nous dit que ça sert à rien, on peut retirer la rate, ça sert à rien. Et on nous dit que la bile est un déchet de la vésicule biliaire. Est-ce que tout ça... La bile est une ressource, un peu comme le cholestérol d'ailleurs, elle sert au cholestérol. Enfin, le cholestérol sert à la bile puisque le cholestérol va graisser le cholédoque, qui est le canal qui va évacuer la bile dans l'intestin. Et ce cholestérol va servir à protéger le canal cholédoque. La bile est une ressource utile au corps humain. C'est un sucre alcalin à base de bicarbonate de sodium qui sert à neutraliser les acides de l'estomac. Et cette vésicule... Qu'on peut retirer. Qu'on peut retirer, mais on a confondu deux choses.
On est passé d'une notion on peut vivre sans à une notion ça ne sert à rien. Si la création nous l'a mise là, l'organisme là comme organe, c'est pas un hasard. Et en fait, on va se rendre compte que 10, 15 ans, 20 ans après, les personnes ayant subi une ablation de la vésicule sont des personnes qui galèrent dans leur système digestif avec des problématiques plus ou moins importantes et quelquefois très importantes et c'est dramatique. À une époque, on avait des médecins comme le professeur Gaston Parturier, pathologue à Lille, au CHU de Lille. C'est quelqu'un qui drainait les vésicules, qui essayait de drainer un foie, de le nettoyer. Aujourd'hui, le coup de bistouri est peut-être un petit coup de bistouri trop rapide. Alors, qu'est-ce qu'on fait là On est le 26, je crois, avril ou quelque chose comme ça, pour drainer son foie ou sa vésicule au printemps qui va arriver, j'espère. Le radis noir qui est très riche en soufre, le pissenlit qui est très riche en soufre, la fameuse sève de bouleau qui présente un intérêt plus qu'intéressant, un double intérêt, celui d'être à la fois un dépuratif et à la fois un reminéralisant, parce que cette sève est très riche en minéraux et oligo-éléments. Donc elle va permettre également de reminéraliser le corps humain. Donc certains vont préférer l'aubier de tilleul. Ah oui, c'est plus difficile à utiliser que la sève de bouleau. Faut faire des tisanes. Vous l'avez en ampoule. Vous trouvez aujourd'hui des extraits d'aubier de tilleul du Roussillon en ampoule, avec des effets très intéressants sur tout ce qui est calcul, justement. Calcul rénaux ou calcul vésiculaire. Donc l'objectif, c'est de drainer un petit peu, faire attention au drainage pas trop fort, important au printemps, plus léger à l'automne, c'est de faire quelques drainages. Et les personnes à qui on a enlevé la vésicule, c'est certainement 3 ou 4 drainages et 4 nettoyages du foie par an plutôt que 2. Parce qu'elles ont un organe en moins. Et cet organe, il est vital. Il est vital dans l'équilibre acido-basique et dans sa production de bicarbonate. Donc c'est une cure qu'on fait pendant combien de temps ? Une semaine, un mois ? Donc généralement, on préconise 3 semaines de cure. 3 semaines. Après, il y a des personnes qui sont très sensibles pour réduire et des personnes qui le supportent plus facilement. Après, il y a des personnes qui ont des soucis majeurs et avec des foies engorgés, ça nécessite peut-être 3 semaines de cure, une petite pause et on reprend. Et juste avec l'alimentation, on peut pas, si on prend que des radis, de la chicorée, des choses un peu amères comme ça. L'idéal serait d'arriver à ne se régler que par l'alimentation, qui nous apporterait suffisamment de vitamines, de minéraux, macro-éléments et oligo-éléments, d'acides gras, etc. Seule difficulté, c'est que la vie moderne nous pousse avec à la sédentarisation, un minimum d'activité, un maximum de malbouffe, des alimentations trop rapides, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui et combien de personnes ont la chance de pouvoir manger équilibré, en quantité suffisante et en bonne qualité tout le temps? Il faut se poser la question. Alors, vous avez un site internet où on peut vous retrouver, vous pouvez le répéter? Alors, le site internet, le site du magasin qui s'appelle cristal-et-bien-être.fr. Et puis, j'ai un blog qui s'appelle minéraux-et-corps-humain.fr. Où là, vous avez vraiment des notices, des dossiers, des informations, grand public, mais suffisamment techniques pour comprendre les choses. Donc, mon idée, c'est de connaître pour comprendre. Donc, minéraux au pluriel et tout attaché et corps. Minéraux et corps humain, tout attaché. Le corps humain au singulier. .fr et le site internet cristal avec un Y du 6 être.fr. En tapant cristal et bien-être sur le moteur de recherche, on trouve directement. En page d'accueil du site, vous avez une vidéo où je présente à TV8 Mont-Blanc le soufre de massage, qui est quelque chose de très 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 intéressant. Le soufre de massage. Oui, c'est des petits galets de soufre que l'on utilise en massage sur la peau. Ok. Et vous êtes à Moutier, dans le 73. Moutier en Savoie, et je donne des conférences. Je me déplace pour prêcher et porter la bonne parole dans toute la France. Et vous avez écrit un petit livre qui s'appelle Alimentation et santé au quotidien, les idées fausses, vraies, faux, aux éditions de La Vallée Heureuse. Heureuse et Folia. Voilà, dans la collection Santé et Environnement. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour terminer cette émission, Philippe Matelet, Matehelet? Eh bien, déjà une petite
chose, vous avez passé un intermède musical, une jolie chanson. Ah oui, j'ai oublié de dire qui c'était. C'est Marie Laforêt, Oui. il me semble, La tendresse. Oui. L'amour et la tendresse, c'est peut-être les seuls médicaments et aliments les plus utiles. C'est qu'on pourrait se passer de médicaments si on était tous dans l'amour et la tendresse. C'est clair. C'est malheureusement pas le cas dans la vie actuelle. J'ai envie de vous dire qu'il faut devenir acteur de sa santé. Et pour être acteur de sa santé, il faut rentrer dans une approche pragmatique, concrète, sur des bases scientifiques. Et après, ça n'empêche pas d'aller sur des choses très intéressantes et de déborder sur l'énergétique, parce qu'aujourd'hui, la science est capable de nous expliquer l'énergétique. Je vais donner une conférence à Ugine, en Savoie, dans 2 jours. Ça s'appelle les carburants du corps humain. Et j'explique le rôle quantique de l'eau, dans une approche de physique quantique, comment cette approche-là dans l'eau, qui est un des carburants du corps humain, comment on peut expliquer aussi bien l'homéopathie que le magnétiseur ou le curé qui nous fait une bénédiction. Et vous allez voir que, en gardant les pieds sur terre, dans une approche scientifique, on peut expliquer beaucoup de choses, expliquer y compris des choses qui n'étaient pas trop explicables jusqu'à maintenant, ou qui paraissaient pour certains farfelues, voire ésotériques, alors qu'elles ne le sont peut-être pas du tout. Et j'ai envie de dire, devenons acteurs de notre santé, maîtrisons les choses, essayons de comprendre, et en gardant les pieds sur terre. Ça serait bien que vous enregistriez cette conférence et que vous la mettiez ensuite à disposition de ceux qui n'ont pas pu venir à Ugine. Ça fait un peu loin quand même. Ça fait un peu loin, mais c'est une conférence que je donne pour la première fois. Je viens de la bâtir et ça sera certainement pas la dernière. Je vais la redonner à Annecy le 1er septembre avec une association qui s'appelle le Groupe Santé Annecy. Donc je vais voir pour essayer de faire effectivement soit un fichier MP3, soit une vidéo. Je vais voir ce qu'on peut faire. Oui, si vous avez quelqu'un qui peut vous faire une vidéo, c'est bon. Sinon, vous prenez le son et vous le mettez sur YouTube. Donc, Philippe Matelet, alimentation et santé au quotidien. Et puis, on vous retrouve donc sur... vous avez aussi une adresse mail, Philippe, comme ça se prononce, tout attaché, Matelet, MATHELET, @gmail.com. gmail.com, les personnes intéressées par... des formations, intéressés par des conférences à organiser, intéressés par des questions, des bases documentaires que je vais allègrement transmettre. Je connais trop de gens qui se disent dans la transmission d'informations et puis qui ne veulent même pas diffuser une vidéo ou une diapo de leur conférence. Moi, je suis prêt à donner beaucoup de choses. Donc, les personnes intéressées, et sur les bases documentaires, notamment sur le STEL, qui risque de faire réagir beaucoup de personnes, je suis prêt à donner toutes les bases documentaires que j'ai, et puis qu'elles aillent chercher par elles-mêmes et qu'elles voient, mais je transmets sans problème. Donc il suffit de m'adresser un mail et de me laisser un peu de temps pour le faire et j'adresserai les documents qu'il faut. Et vous avez aussi un téléphone, je ne sais pas si vous voulez le donner. Alors, téléphone du magasin sans problème, 04 79 07 77 41. 04 79 07 77 41, ça se passe dans le 04 là-bas à Moutier. Oui, avec une petite précaution d'usage. Moi, je privilégie le contact et l'information des gens qui viennent me voir. Donc, le téléphone, je n'ai pas toujours la faculté de répondre si les gens tombent sur la boîte vocale. Mais qu'elles laissent un message et des coordonnées précises, je rappelle tout le monde. C'est gentil, merci Philippe Matelet, merci beaucoup. Merci à vous. On aura peut-être les idées un peu moins fausses en ayant écouté cette émission. J'espère que j'aurai pu éclairer. C'était tout l'objectif de ma démarche depuis de nombreuses années maintenant. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne continuation dans vos émissions qui méritent bien plus que ce qu'elles offrent. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Quand je sortirai de mon corps, comme un papillon, mieux encore, pour m'envoler vers d'autres ciels et découvrir d'autres soleils. Quand je partirai dans la nuit, entre les fleurs et les bougies, quand je partirai pour de bon, souviens-toi de cette chanson. Quand j'aurai fini d'enfiler
serai là